Bienvenue pour cette séquence de clôture de ces meet-up. Merci d'être présent pour échanger sur ce sujet intéressant qui est la collaboration publique-privée pour favoriser la transition écologique. Alors peut-être pour démarrer, je vais laisser mes co-intervenants se présenter. J'en ferai de même juste après. Et notamment parce que Nathalie Leroy n'est pas présente. Et donc je vais commencer par vous, Séverine, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour à tous. Séverine Fletcher-Colombel, je suis la directrice des achats de la région Île-de-France. Voilà. Merci Séverine. Et donc Jérémy qui nous accueille aujourd'hui. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être restés pour cette dernière séquence du Meetup. Voilà, nous sommes la puissance invitante ce jour et voilà, on est ravis en tout cas que c'était, je crois, un beau succès. Voilà, merci. Et pour ma part, donc Nicolas Pereira, je suis le président et fondateur du World Impact Summit et du Grand Prix Impact, qui sont des événements qui ont pour vocation de favoriser la collaboration publique-privée, de mettre en valeur les solutions, notamment nombreuses qui sont présentes aussi ici, avec lesquelles on collabore pour favoriser l'accélération de la transition écologique. Alors peut-être pour démarrer sur cette question qui est très large, mais sur laquelle on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Jérémy Hureau, le label Green Tech, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que les entreprises peuvent être labellisées? Qu'est-ce que ça leur apporte? Peut-être un panorama d'abord de ce label pour qu'on comprenne bien ce que c'est et à quoi ça sert. Oui, bien sûr. Donc la labellisation Green Tech Innovation, elle s'organise sur une base annuelle. D'ailleurs, je crois que deux ministres, pas moins, ont annoncé plus exactement que le prochain appel à candidature finalement se tiendrait à partir du 18 décembre. Donc l'appel à la labellisation l'appel à la labellisation Green Tech Innovation. Donc à quoi ça sert? En fait, nous... par le biais de jurys d'experts métiers, par le biais d'une sélection qui se veut drastique, on a un taux de sélectivité d'à peu près 10% entre le nombre de lauréats et le nombre de dossiers déposés. On vérifie plusieurs choses. Donc on vérifie notamment, premièrement, la bonne adéquation de la solution qui est proposée, la solution qui est proposée par une start-up ou une PME innovante. On vérifie donc sa bonne adéquation avec les politiques publiques poussées par le gouvernement sur tout le spectre de la transition écologique. Parmi nos lauréats Green Tech Innovation, donc actuellement on en a un peu plus de 270. La promo 2023 c'était 32. Donc on couvre, comme je le disais, l'ensemble du spectre de la transition écologique avec bâtiment durable, avec finance durable, avec économie circulaire, enfin voilà, tous ces grands thèmes de la transition. On vérifie également donc le caractère innovant de la solution qui est portée par le biais justement de ces jurys un peu sélectifs, passer au tamis d'experts justement sur les thématiques que j'évoquais. Et donc on vérifie aussi, parce que maintenant tout le monde est plus vert que vert, on sait que le caractère environnemental est devenu extrêmement présent dans les discours marketing des uns et des autres, et donc on s'astreint aussi à un travail supplémentaire, vérifier que les allégations environnementales qui sont véhiculées par la solution et le marketing qui est autour soient justifiées. Et donc cette labellisation Green Tech Innovation, elle ouvre quoi? Elle ouvre un accompagnement particulier qui est notamment très tourné autour de l'aide à la vente, la promesse, l'essentiel de nos efforts en termes d'accompagnement de l'écosystème Green Tech qui se tourne sur l'aide à la vente. On sait que l'écosystème administratif notamment est déjà riche de structures qui sont dédiées au financement, dédiées à l'incubation. Voilà, l'idée c'était pas de refaire à une micro-échelle ce que peut faire par exemple un acteur comme Business France. Nous on s'est vraiment concentré depuis 3 ans sur ce côté aide à la vente, et notamment on part du principe plutôt du contexte, d'un constat sur la commande publique. C'est à peu près 110 milliards d'euros annuels. Comment on fait en sorte que cet argent il aille aussi vers des structures relativement jeunes dans un contexte où les acheteurs publics sont parfois un peu plus frileux que d'autres. En tout cas c'est ce qu'on a pu constater, et notamment faire en sorte que parfois c'est un peu le mode ceinture-bretelle, on essaye de faire appel plutôt à des filiales de grands groupes parce qu'en cas de problème c'est plus difficile de dire là tu as fait une erreur parce que tu as pris quelqu'un qui a pignon sur rue. Le fait de pouvoir on essaye de servir finalement avec cette labellisation comme tiers de confiance. On essaye de dérisquer le recours à des solutions portées par ces acteurs que j'ai évoqués, ces acteurs souvent jeunes et innovants. On essaye de montrer que voilà, ils sont en tout cas considérés dans la décision d'achat d'un acheteur public.
Merci pour cette présentation, Jérémy. Alors c'est vrai que nous, dans notre relation que l'on a avec les solutions dans l'organisation de nos événements, beaucoup de ces solutions, notamment les plus jeunes, cherchent toujours à approcher les acteurs publics, à approcher les achats des acteurs publics. C'est pas toujours facile de se faire référencer. Et en l'occurrence, on a un acheteur, une grosse collectivité, la première région économique d'Europe, la région Île-de-France. Comment est-ce qu'aujourd'hui, Séverine, vous favorisez au sein de la région, au sens large, la collaboration publique-privée? On rentrera après dans le détail des achats, mais plus globalement, comment est-ce qu'une région comme la région Île-de-France, elle peut favoriser cette collaboration entre les acteurs privés et un acteur public qui est la collectivité? Alors, déjà, juste pour vous donner un chiffre, les achats de la région Île-de-France, c'est 1 milliard d'euros. Voilà. Dans les dispositifs qu'on met en place, alors on a des événements, on travaille avec, au niveau des achats, on travaille à plusieurs pôles. La direction des achats, c'est un service transversal. Donc on travaille avec le pôle entreprise et emploi, et à travers ce pôle, ils accompagnent les entreprises à travers des aides, des prêts, que ce soit des PME ou des start-up. Et donc, on a mis en place un dispositif, en fait, passerelle entre le dispositif d'accompagnement, on va dire, financier, quelque part, et puis un outil de sourcing pour permettre aux acheteurs de la direction des achats et de manière plus générale aux acheteurs de la région Île-de-France de savoir que ces entreprises existent. Voilà, donc c'est une plateforme qu'on est en train de mettre en place et qui va nous permettre justement de faire une passerelle et de transformer en fait l'aide derrière en un marché et donc en un contrat et pourquoi pas une référence derrière pour ces jeunes. Une logique de double soutien, c'est-à-dire voilà. À la fois un apport en soutien au développement économique et ensuite en étant client de ces, voilà, quelque part, de ces solutions. Client. Et en tout cas en les mettant dans notre panel de sourcing. Ça, c'est la première chose. On a également des événements au sein de la région, comme les business meetings de la transition écologique. Et donc, c'est l'occasion aussi pour des entreprises de se faire connaître auprès des acheteurs publics, bien sûr auprès des achats de la région Île-de-France, mais aussi d'autres acheteurs de la région Île-de-France et sur le périmètre géographique de la région. Et puis, il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il existe des dispositifs tels que le marché d'innovation qui permettent aussi de faire des tests avec des entreprises qui sont peut-être plus jeunes ou qui ont des innovations à proposer. Alors ça c'est ce que met en place la région Île-de-France. Peut-être si on dézoome un petit peu au niveau national, et on va revenir au label Green Tech, au niveau national, les collectivités aujourd'hui, comment est-ce qu'elles réagissent à cette envie ou ce besoin des entreprises d'être mieux référencées dans les achats? Est-ce qu'il y a des initiatives nationales à ce sujet pour accompagner toutes les collectivités d'une part et toutes les entreprises d'autre part qui le souhaitent à faciliter cette collaboration sur des solutions à la transition écologique, parce que toutes les collectivités sont confrontées à cette injonction de la transition, mais encore faut-il trouver les solutions qui vont leur permettre de la mettre en œuvre concrètement. Oui, mais clairement, en tout cas, en termes de sourcing, puisque le terme a été évoqué, la labellisation Green Tech Innovation, elle est hyper utile parce qu'elle nous aide à détecter les solutions innovantes, celles qu'on doit, en tout cas, qui méritent un effort d'accompagnement supplémentaire de la part de l'État. J'ai entendu ce terme de business meetings. En fait, de notre côté, on organise aussi sur une base, deux fois par an, on organise ce qu'on appelle les rencontres des décideurs Green Tech. C'est un marché, un territoire, et on essaye par exemple, donc pour cette année 2023, on a organisé 2 rencontres des décideurs Green Tech. La première s'est tenue à Courchevel sur la transition écologique des territoires de montagne, en lien, donc c'est quelque chose qu'on organise, un événement qu'on co-organise avec le territoire, qui du coup extrêmement impliqué pour des tas de raisons, et on fait s'entrechoquer les besoins de ces territoires sur une thématique donnée avec justement les solutions apportées par les PME et start-up qu'on labellise. Donc par exemple, si je reviens sur l'exemple de Courchevel en début d'année, il s'est agi de faire venir des startups qui avaient des solutions à proposer pour les nécessaires évolutions de ces territoires de montagne. On sait que l'or blanc tend à disparaître un petit peu. Ces territoires doivent se réinventer, doivent aussi s'adapter entre-temps aux hausses de température qu'on connaît. Et donc on a fait se rencontrer, on a fait matchmaker entre guillemets ces 2 types de besoins. Et puis je sais
sais que ça débouche directement, enfin on a quelques métriques, ça débouche vraiment sur du lead commercial, sur des contrats, et on en est très heureux. On a tenu une deuxième rencontre des décideurs Green Tech en juillet à Aix-en-Provence sur le thème de la sobriété, et là aussi ça a été, je crois, un succès. Voilà ce que je peux dire. Et comment est-ce que les entreprises rentrent dans ce dispositif? C'est-à-dire que là, les entreprises, elles sont sélectionnées comment? Sur quels critères? Comment ça fonctionne concrètement? Si je suis une entreprise qui propose une solution, je me fais labelliser comment? Pour la labellisation Green Tech Innovation? Oui, qui permet ensuite d'accéder à ces différents outils que vous mettez en place. C'est un petit peu ce que j'ai évoqué en tout début. Donc la labellisation, elle s'ouvre traditionnellement à la mi-décembre pour un mois. Donc c'est un appel. C'est ouvert à toute C'est ouvert à toute entreprise qui se considère remplir les 3 conditions que j'évoquais: caractère innovant, ayant une solution qui répond aux politiques de transition écologique poussées par le gouvernement, et qui considère avoir un vrai impact environnemental. Okay. Donc à partir de là, la candidature s'ouvre, on propose son dossier de candidature qui se veut aussi relativement allégé, facile à remplir. On n'est pas là pour faire de la red tape administrative lourde et fastidieuse. Voilà, c'est comme ça qu'on candidate. Et donc, pour ce qui concerne par exemple les rencontres des décideurs Green Tech, tout simplement, voilà, vous rentrez dans ce pool de labellisés Green Tech Innovation. Nous, on organise cet événement avec la région. On va sonder les boîtes qu'on a labellisées. On vérifie, bien sûr, avant de les sonder, laquelle semble spontanément la plus prête ou la plus à même de répondre aux besoins du territoire qu'on a préidentifié. Mais voilà, on soumet la proposition de venir intervenir à tel ou tel endroit. Et voilà, on reçoit les marques d'intérêt des boîtes qui se bousculent un petit peu même pour y participer. Okay. Alors, vous, à l'échelle de la région, Séverine, on échangeait tout à l'heure avant de venir sur scène sur le sujet. Est-ce que vous considérez que l'innovation est une bonne porte d'entrée pour venir solliciter une collectivité comme la région Île-de-France? Est-ce que l'innovation, c'est un moteur de la collaboration publique-privée? Ah oui, totalement. On est constamment à la recherche d'innovation. Faut savoir qu'on a un gros enjeu en termes de transition écologique, puisque on a un parc immobilier très important. On a un peu moins de 500 lycées sur la région Île-de-France, que tous ne sont pas RT 2020. Donc on est pas encore, mais ça va devenir. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir à la fois de l'innovation en termes de transition écologique, mais de manière générale, on a aussi un énorme enjeu en termes de transition numérique. Donc là aussi, on est à la recherche d'innovation. On équipe tous les lycéens avec des PC portables. On est aussi sur la problématique des livres scolaires, etc. Donc oui, on est toujours à la recherche d'innovation, et c'est un bon moyen l'innovation est une bonne manière de collaborer, puisque aujourd'hui, il y a plein de sujets qui sont récurrents sur des marchés importants et sur lesquels on est vraiment preneur de tout ce qui peut exister et de tout ce qu'on peut nous proposer. Voilà. Donc c'est vraiment important. Et pour vous montrer que ça a vraiment de l'importance, c'est que la région Île-de-France a créé un incubateur. J'allais justement. Voilà. Et donc cet incubateur, il sert également pour générer de l'innovation dans nos startups. Et donc c'est un incubateur qui incube des entreprises de tout secteur, on va être axé sur la transition écologique, et de la même manière, comment est-ce que sont sélectionnées les entreprises? Alors je ne sais pas si ça rentre directement si vous rentrez dans le comité, allez-y. Donc les secteurs, c'est la transition écologique, bien sûr, et c'est tout ce qui tourne autour du handicap et de l'insertion de manière générale. Donc là aussi, il y a un comité de sélection. On en est à la 2e promotion. C'est un dispositif qui s'est créé en janvier 2023, et qui est dans les bâtiments de la région. Donc on sélectionne un certain nombre d'entreprises autour de ces 2 thématiques. Et donc on en garde à peu près 25%. Okay. Voilà, sur l'ensemble des dossiers. C'est donc la 2e promotion, et on propose également aux agents de la région de parrainer ou de marrainer les startups en question, donc pour les accompagner aussi dans la connaissance
de l'administration en général et de comment elle fonctionne justement et comment on peut proposer ces services, entre autres, et on met les compétences des agents de la région Île-de-France à la disposition de ces startups. D'accord, très bien. Et de la même manière, ces startups ensuite ont accès plus facilement à des programmes d'aide, potentiellement à la partie sourcing que vous mentionniez tout à l'heure pour pouvoir être accélérées. Oui, l'objectif c'est qu'elles soient accélérées, effectivement. Okay. Donc, oui, de toute manière, cet incubateur, en fait, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ceinture bretelle, l'objectif c'est quoi? C'est de travailler de manière transversale avec les différents pôles de la région. Donc, bien sûr, le pôle entreprise et emploi, mais aussi les achats, la commande publique, de façon à ce que derrière, l'essai soit transformé. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un accompagnement pour les aider à grandir, mais c'est aussi un accompagnement à l'ouverture vers les marchés publics et comment on fait pour qu'elle fasse partie de nos sourcings. Est-ce que la région Île-de-France a une politique d'achat qui est plus large que de soutenir les entreprises du territoire de la région Île-de-France? Est-ce que des entreprises qui sont hors région peuvent aussi solliciter la région pour potentiellement proposer des solutions? Oui, alors on n'a pas 100% des entreprises qui sont de la région Île-de-France. On en a 80-85%, donc il reste 15% hors région Île-de-France, sur le territoire national quasiment à 100%. Oui, donc c'est pas fermé du tout, mais c'est vrai que l'action économique de la région, elle est sur le territoire aussi. Mais il y a rien qui interdit de postuler ni à l'incubateur, ni de présenter ses services quand on n'est pas en région Île-de-France. Heureusement d'ailleurs. Et puis c'est interdit par la commande publique, accessoirement. Oui. Donc ça serait quand même peu opportun de dire qu'on le fait pas. Donc voilà, non mais on est ouvert. Enfin, encore une fois, je pense que l'innovation, c'est pas juste une question de région et de territoire. Donc il faut aussi qu'on partage, et de la même façon que des entreprises qui sont basées en Île-de-France ont le droit d'aller postuler sur d'autres marchés que ceux de la région Île-de-France. Alors il y a un sujet sur l'innovation en faveur de la transition écologique et de la collaboration publique-privée. Là, je vais vous laisser réagir tous les deux sur le sujet, mais je lance cette thématique, c'est que beaucoup de collectivités avec lesquelles nous, on échange dans le cadre de l'organisation de nos événements, nous disent qu'elles ne savent pas identifier si ce sont les bonnes solutions d'une part et si c'est le bon prix. Parce que en fonction d'une commune, d'une autre, les marchés sont construits différemment. Et donc, il y a cette envie qui est peut-être difficile à matérialiser, mais qui est intéressante, en tout cas je vais vous demander ce que vous en pensez, de pouvoir grouper de la commande publique multi-collectivités, avec plusieurs collectivités qui ont les mêmes compétences, pour faire baisser les prix d'une part, et pour tout de suite avoir un effet levier sur la commande concrète pour les entreprises, et donc leur accélération, parce que ce qu'on mentionnait tout à l'heure avant de monter sur scène, c'était que lorsqu'on est une collectivité comme la région Île-de-France, quand on passe une commande, tout de suite c'est des volumes qui sont importants. Et donc les entreprises ne peuvent pas toujours suivre, c'est ce qui peut écarter les plus petites. Mais en revanche, quand des entreprises sont passées à l'échelle, qu'elles sont en capacité de produire, comment est-ce qu'elles peuvent plus facilement adresser l'ensemble de ces collectivités? Est-ce que là, il n'y a pas un enjeu à grouper cette commande publique avec des collectivités ensemble? Votre réaction à tous les deux, et comment est-ce qu'on le facilite? Je pense que pour le coup, on est un petit peu éloigné de cette thématique-là côté Ecolab. Donc, en fait, déjà, pour revenir en réaction à ce qui est, à la question précédente sur l'innovation. Oui. L'innovation, en fait, nous, en tout cas, Ecolab, on est un laboratoire d'innovation. On nous demande d'inventer finalement ce qui n'existait pas. Donc, ça veut dire s'appliquer. Ça s'applique. Cette recherche, cette innovation, elle s'applique aussi aux méthodes finalement de conception des politiques publiques qui sont les nôtres, ou alors même du lancement de solutions qui sont les nôtres. Par exemple, on a développé quelque chose qui s'appelle le Green Data for Health sur le thème de la donnée environnementale au service de la santé. Ça veut dire qu'on lance des produits qui sont en méthode agile, on lance des produits qui ne sont pas parfaitement finis, on attend les retours utilisateurs, on construit une gouvernance autour. D'ailleurs, on construit même des communautés. Par exemple, sur le thème de la santé-environnement, on introduit, on fait dialoguer entre eux des acteurs qui ne sont pas forcément connectés spontanément là-dessus. On
les met en réseau et puis on essaye à partir des remontées des besoins qui sont les leurs, on essaye de construire une solution là-dessus. Donc tout ça pour dire que ça se traduit en un site internet, en des datatons, hackathons, etc. Et on construit avec leur aide un certain nombre de projets qu'on incube chez nous et qu'après on peut transférer à une direction métier ou un ministère métier qui saura le faire prospérer. Sur la partie aussi innovation, par exemple, il y a un dispositif, un exemple en tout cas que je peux évoquer, c'est l'appel à projet DIAT pour démonstrateur d'intelligence artificielle frugale au service de la transition écologique dans les territoires. Pardon, c'est un petit peu long. C'est 40 millions d'euros de France 2030. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on essaye de favoriser l'expérimentation de l'outil d'intelligence artificielle pour répondre à des besoins identifiés par des territoires donnés. J'ai un exemple, par exemple, c'est celui de Noisy-le-Grand, qui a été un des 4 lauréats de la première vague de cet appel à projet, qui, pour 200 bâtiments, utilise l'intelligence artificielle pour optimiser la consommation d'électricité. Et ce qui est intéressant, donc la première vague, c'est 4 projets, mais là, en fait, c'est une trentaine qui sont dans les tuyaux pour la clôture de la deuxième vague qui sera au 1er décembre. Donc il y a un vrai enthousiasme. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de démystifier un peu l'outil. Ça veut dire que lorsque, par exemple, les communes proches de Noisy-le-Grand ou ceux qui ont discuté avec les porteurs de projets de Noisy-le-Grand voient concrètement à quoi ça sert, en fait, ça a l'air d'exemple. Exactement. Exactement. Et en fait, ça permet d'avoir un effet de traction, d'entraînement derrière d'autres collectivités, à la fois sur l'utilisation ou la réutilisation de briques déjà existantes, et puis de l'autre, ne serait-ce que se dire que finalement, ça peut marcher. Donc, faire des achats groupés, finalement, ça aurait peut-être du sens quand on a des solutions comme ça qui sont... Peut-être Séverine pour réagir à cette question. Oui, nous, on a une centrale d'achat au sein de la région Île-de-France, donc ça nous permet aussi d'acheter de manière mutualisée en quelque sorte. C'est un peu différent de l'achat groupé, mais en tout cas, ça permet à nos adhérents, c'est-à-dire d'autres acheteurs publics de la région, d'acheter sur nos marchés. Donc, effectivement, si on lance une consultation sur un sujet particulier, tous les adhérents de la région Île-de-France, on en a 700 aujourd'hui, peuvent tout à fait commander sur nos marchés. Donc, ce sont des collectivités ? Ce sont des collectivités, ce sont que des acheteurs publics. Ok, donc tout type de collectivité, à la fois département, ville, établissements publics divers et variés. Du moment qu'on a le statut d'acheteur public, on peut adhérer à la centrale d'achat de la région Île-de-France. Et comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, on s'adresse à cette centrale d'achat si on Alors, on a une adresse mail typiquement, centrale d'achat @îledefrance.fr. Ça, c'est la première chose. Et après, on lance des consultations. Voilà. Mais l'important, c'est effectivement de se faire connaître. Et pour ça, il suffit d'adresser un mail. Et on a des personnes qui s'occupent de ça. Voilà. J'ai un petit complément aussi à apporter. On a d'ailleurs sous le contrôle collectif de l'équipe qui est présente et qui anime notamment aussi tous les aspects commande publique. Alors 2 petites choses. On a construit aussi en lien avec Paris-Est Marne-et-Bois, donc c'est 13 communes du sud-est parisien, Saint-Mandé, Vincennes. Voilà, on a construit un incubateur avec eux qui est placé à Saint-Mandé et qui accueille quelques startups pour qui la commande publique est un levier important de développement. On les accueille là-bas et ce qui est intéressant, c'est que ça permet finalement, parce que d'ailleurs pour là aussi paraphraser le mantra d'un collègue, la commande publique c'est avant tout des relations humaines et donc de pouvoir mettre directement in situ, mettre en contact et les collectivités et les porteurs de solutions, ça nous paraît extrêmement important et voilà, je pense que c'était un point intéressant à développer et on a aussi tout un travail d'évangélisation qui peut exister au travers par exemple de webinaires ou de formations, d'ateliers autour de l'achat public d'innovation, pouvoir démystifier. Donc c'est un dispositif qui permet de contracter sans mise en publicité, sans mise en concurrence, pouvoir contracter avec un acteur porteur de solutions innovantes jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Voilà, 100 000 euros hors taxe. Et c'est un dispositif qui est peut-être pas assez connu, pas assez promu, pas assez compris peut-être par les uns et les autres. Donc on a ce travail de mise en compréhension, par exemple, de pouvoir expliquer qu'est-ce que l'innovation dans ce cadre-là. Donc il y a des vrais ateliers qui permettent à l'acheteur public de se dire voilà comment je caractérise ce qui est une innovation et voilà comment je peux m'en servir. Donc ça, c'est un dispositif qui est utilisé par la région, typiquement ? Oui, typiquement, on l'utilise, alors je ne vais pas vous dire aussi fréquemment qu'on le souhaiterait, mais on l'a beaucoup utilisé depuis cette année, pour être tout à fait transparente.
ça permet effectivement, comme le soulignait Jérémy, d'acheter sans mise en concurrence à hauteur de 100 000 €. Mais il faut que ce soit des solutions innovantes. On ne peut pas acheter tout et n'importe quoi. Sinon, et ça veut dire aussi qu'il faut effectivement qu'on démontre le caractère innovant. Donc, bon, voilà, mais ça répond à un certain nombre de critères. C'est assez simple. Il y a un très beau livret qui est fait sur le sujet. Et ça nous a permis, en tout cas, nous, de travailler avec des startups de façon assez facile. Et c'est effectivement un dispositif qui existe depuis un certain temps, mais qui est peu utilisé, et dont il faut vraiment faire la promotion, aussi bien en interne qu'en externe, aussi bien vis-à-vis des entreprises que vis-à-vis des acheteurs publics, parce que c'est un dispositif qui est effectivement pas assez utilisé, alors que c'est une vraie porte ouverte pour trouver de l'innovation. C'est une vraie porte ouverte pour travailler avec des structures qui ne sont pas forcément des grosses structures. Donc il y a vraiment un intérêt à utiliser ces marchés d'innovation. Et il faut vraiment en faire de la publicité parce que c'est vraiment un dispositif intéressant et qui permet d'enlever la ceinture et les bretelles. Voilà, pour reprendre l'expression consacrée. La desserrer un peu, mais il faut quand même que ça soit quelque chose d'innovant. On ne peut pas faire passer tout et n'importe quoi sur des marchés d'innovation. Mais globalement, c'est un dispositif très, très intéressant. Et là, typiquement, ce que vous mentionnez tout à l'heure, ça représente quel volume d'entreprises qui étaient concernées par ce marché vous avez dit en Val d'Oise, c'est ça? Non, Marne. Oui, pardon, Val-de-Marne, oui. Val-de-Marne. Je suis pas sûr. Je n'ai pas parlé de marché. Non, pas de marché, oui. Mais l'incubateur. Là, en fait, nous, on se concentre pas sur. En tout cas, ce qui. Comment dirais-je. Nous, simplement avec ce Living Lab qui est basé à Saint-Mandé, on fait en sorte que sur ce territoire-là puisse naître davantage d'expérience, davantage de mise en relation, davantage de contact. De collaboration, Oui, de collaboration entre acteurs privés, start-up et PME innovantes et le territoire, les 13 communes concernées. D'accord. Oui, voilà, plus exactement. Oui, donc c'est pas un marché dédié, c'est simplement de la mise en relation. Exactement. Ok, très bien. Puis c'est finalement un travail d'expérimentation. Comment on réunit sur le même endroit ces deux types d'acteurs qui ne se parlent pas toujours, ou en tout cas pas assez. Ok, très bien. Plus globalement, si on revient, on dézoome à nouveau sur la question du rôle des collectivités dans la transition écologique, qui sont là effectivement le thème de la table ronde, c'est accélérer la transition écologique. On n'a pas redéfini, mais je pense qu'ici tout le monde sait ce que représente l'enjeu d'accélérer et de faire la transition écologique de manière générale d'ailleurs. Quel est le poids aujourd'hui de la collectivité, des collectivités territoriales dans votre relation quotidienne avec les acteurs par rapport aux donneurs d'ordre nationaux? Comment est-ce qu'aujourd'hui les territoires peuvent se saisir de cette question de l'innovation? On parle de la région Île-de-France qui le fait avec ces marchés d'innovation, mais est-ce que vous voyez des freins ou des résistances qui existent plutôt dans les territoires, et comment est-ce qu'éventuellement on peut les débloquer pour justement faciliter cette collaboration? Il y a peut-être une chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est aussi la sous-traitance. Les marchés publics offrent la possibilité aux titulaires de marché d'avoir des sous-traitants. Et par ce biais-là, peuvent proposer des solutions également innovantes. C'est-à-dire que des plus petites structures peuvent se faire accompagner ou peuvent faire partie d'un groupement d'entreprises et répondre ainsi à des marchés publics, ce qui n'est pas forcément évident quand on est une petite structure de pouvoir directement répondre sur un gros marché. Par contre, le fait soit d'être en groupement, soit d'être en sous-traitance, ça permet de répondre et donc d'être acteur direct, de la commande publique. Et ça, c'est quelque chose d'important qui n'est pas forcément toujours là aussi connu. Mais je pense que c'est une des façons aussi de pouvoir répondre à des marchés publics et de se faire connaître. Okay. Jérémy, sur cet enjeu? Oui, je reviens du coup sur l'importance des territoires dans la transition écologique. Bon, il est clair que l'essentiel de la transition écologique, elle se fait au niveau des territoires. Donc nous, sur notre périmètre, alors la partie commande publique, je l'ai déjà abordée avec les rencontres de décideurs Green Tech qui sont organisées au niveau des territoires. Ce Living Lab à Saint-Mandé qui existe, mais qui peut appeler. On a aussi en cours de discussion avec d'autres collectivités pour voir ce modèle un peu essaimé. D'ailleurs, si des collectivités sont dans la salle, je crois qu'on examinera aussi leur intérêt pour ce type de dispositif,
la création sur leur territoire de dispositifs similaires. On est vraiment à l'écoute, donc ne pas hésiter. Nous, en ce qui concerne par exemple la donnée, qui est un élément important de notre activité, puisque un cinquième de notre activité, grosso modo, c'est l'animation de l'écosystème GreenTech. Les 4/5e sont autour plutôt de la donnée environnementale et de l'intelligence artificielle, comme j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, on a un gros travail autour de, par exemple, la création d'espaces communs de données qui puissent, parce il y a une forte disparité entre les jeux de données qui peuvent exister au niveau de certains territoires, disparité technique, de standards, etc. Enfin, s'assurer en tout cas que la qualité des métadonnées soit à peu près la même partout, essayer de faire en sorte que, en tout cas, progressivement soit tirée vers le haut la production de données au niveau des territoires. Et puis après, c'est bien de produire des données, mais aussi, ce qui est important, c'est de savoir comment on s'en sert, de pouvoir essayer de développer les différentes actions des territoires sur cette question-là. Et donc nous, on les outille, notamment au travers de la mise à disposition de plateformes d'information géographique, ce genre de choses, en open source, des petites choses comme ça. Ok, très bien. On arrive à la fin de notre échange. On s'était fixé de terminer à 16h et il est 16h01. Peut-être pour conclure cet échange, un mot de conclusion sur cette journée, comment ça s'est déroulé, mais je vous laisserai la parole à la fin. Séverine, pour conclure l'échange, si on veut donc s'adresser à la région Île-de-France, collaborer avec la région Île-de-France, qui est un acteur public, en 2 mots pour résumer notre échange, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la démarche à mettre en place? Typiquement, passer par l'adresse mail que je vous ai donnée, centrale d'achat @îledefrance.fr, bien sûr, mais c'est également de participer à tous les événements qui peuvent être mis en place au sein de la région. On en a plusieurs dans l'année pour inviter justement des startups sur différentes thématiques, participer aux événements fournisseurs que l'on met en place sur des thématiques différentes, notamment sur la partie travaux et transition écologique. Voilà, ça fait partie du jeu. Après, nous, on est, toute l'équipe achat est disponible et le pôle entreprise et emploi aussi pour accueillir de nouvelles entreprises et voir ce qu'elles peuvent nous proposer ou si elles ont besoin d'aide, se faire aider aussi par la région. Merci Séverine. Jérémy, un mot de conclusion sur ce sujet et la journée de manière générale qui se clôture avec cet échange. Voilà, alors sur ce sujet de la commande publique aussi, il y a un point qui n'a pas été soulevé mais qui est hyper important, je crois, c'est aussi se dire que lorsqu'on est une start-up ou PME innovante, il y a effectivement un investissement à aller vers les acteurs publics dont le tempo, les mécanismes, le tempo n'est pas tout à fait pareil que celui qui peut exister ailleurs. Les mécanismes sont différents, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet de levier au niveau même du marché intérieur européen. Les règles de la commande publique s'appliquent à peu près partout. Si vous arrivez à contracter avec Villeurbanne, par exemple, ça veut dire que vous êtes en capacité de pouvoir faire la même chose avec un autre territoire européen. Ça, c'est un point clé. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre annuaire des labellisés GreenTech Innovation, on partage aussi les références commerciales obtenues avec telle ou telle collectivité pour aussi se dire si un tel a contracté avec cette société-là, ça veut dire que peut-être, en tout cas, une part du risque a été déjà vérifiée. Et donc, ça m'ôte une difficulté particulière. Et puis, pour plus globalement, sur le Meetup GreenTech, déjà, je tenais, au nom de toute l'équipe, et toute l'organisation et tous nos partenaires, remercier l'ensemble des participants. Quelques métriques que je vais vous partager qui demanderont à être affinées par la suite. Il y a peut-être quelques doublons, etc. Mais à ce stade, on avait un peu plus de 3000 inscrits pour le Meetup. On a 2400 personnes qui sont venues en présentiel. Donc, c'est un taux de no-show très faible. On est plutôt très content. Et aussi, une autre dimension qui a beaucoup marché, ce sont les rendez-vous d'affaires. On a eu plus de 22 000 demandes de rendez-vous d'affaires pour l'ensemble des participants. Je crois que beaucoup d'entre vous ont été sollicités, ont pu donc justement se livrer à des échanges dédiés, particuliers, privilégiés avec des investisseurs, avec des grands groupes, ce genre de choses. Donc un grand merci à tous d'avoir joué le jeu. Et puis d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Merci. Merci Jérémy, merci Séverine, merci à tous et toutes. Peut-être vous vouliez rajouter quelque chose. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet échange et bonne soirée. Et on est disponible si besoin évidemment pour échanger. Merci beaucoup.